Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette table ronde sur l'accompagnement, accompagnement humain, sur l'installation, sur la transmission. L'objectif de cette table ronde, c'est vraiment de pouvoir susciter des réflexions, créer des pistes de travail dans notre réseau. C'est un format qui sera diffusé donc à nos adhérents par la suite. Et l'objectif, voilà, c'est de pouvoir avoir un débat. Vous avez chacun votre domaine d'expertise en la matière et on a souhaité pouvoir vous réunir aujourd'hui pour discuter et échanger sur l'accompagnement. Je vais laisser, avant de commencer cette table ronde, la parole à Cécile Gazot. Je suis doctorante en sociologie à l'école d'agronomie de Toulouse, sous la direction de François Purseigle, qui est professeur de sociologie. Donc, c'est une thèse que j'ai commencée en 2019 et qui porte sur la diversification des instruments de soutien à l'installation. Et au préalable, j'avais réalisé un mémoire de fin d'études en master de sociologie et philo sur l'imaginaire néo-paysan. Donc là, en 10 minutes, peut-être en élément un petit peu de contexte à la table ronde, je vais vous présenter les principaux résultats. Rapidement, les objectifs de la thèse, c'est de mieux appréhender le phénomène de diversification des instruments d'aide et d'accompagnement à l'installation dans l'agriculture et leur articulation entre eux et avec les politiques publiques. Et donc, de faire le lien entre cette action publique et donc notamment le dispositif public d'aide à l'installation qui est donc le PAI, PPP, 21h DJA, et leur articulation avec la création de ces nouveaux instruments publics et ou privés. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir des articulations entre le secteur public, porté notamment par les collectivités territoriales, et des associations ou des entreprises privées. Rapidement sur l'imaginaire néo-paysan, donc ce que j'avais pu observer à partir d'une enquête avec 18 personnes urbaines et non issues du milieu agricole, des entretiens que j'avais pu faire à la fois avec des personnes qui étaient passées dans les PAI, à Biosol, donc en Ile-de-France, et les cafés néo-paysans. Donc, c'était que les motivations s'articulaient autour de 3 grands axes. Donc, je vais détailler rapidement. Donc, le premier, c'était articuler sa vie professionnelle et personnelle, donc qui importait beaucoup à ces porteurs de projets, et notamment de pouvoir accéder à la propriété, de vivre dans un cadre de vie épanouissant et de prendre le temps. Donc ça va être un petit peu tous les fantasmes qui sont projetés autour de l'agriculture. En termes de deuxième grand axe, on a celle de vivre ses convictions politiques et idéologiques qui se retrouvent chez l'ensemble des porteurs de projets. Qui est la recherche notamment d'un autre rapport à l'environnement, d'un autre rapport à ses besoins et d'un autre rapport aux autres. Donc ça va être ici la recherche d'un contact plus proche avec la nature, d'avoir une activité qui respecte la vie et d'être dans une démarche de consommer moins de ressources, mais aussi de manger plus sainement, de faire soi-même, d'aller vers plus de simplicité. Dans la recherche des rapports aux autres, l'agriculture est perçue comme un moyen de s'organiser en réseau, de réhumaniser ses relations et d'avoir quelque chose à transmettre. Enfin, le troisième volet qui était l'un des plus finalement importants et qu'on retrouvait dans tous les récits de vie, c'était la recherche d'un autre rapport au travail. Donc soit celui-ci, le travail qu'ils avaient avant était jugé comme maltraitant, donc avec des rapports hiérarchiques violents ou des conditions de travail difficiles. Et donc la projection dans l'agriculture était un moyen de se réimaginer une nouvelle façon de se rapporter au travail. Et donc avec cette volonté d'être son propre patron, d'être créatif, de pouvoir travailler en extérieur, de diversifier ses activités, de sortir de la division manuelle et intellectuelle, d'être utile, d'être soi au travail. Donc toutes ces motivations, même si elles ont été tirées des profils de vie des néo-paysans urbains non issus du milieu agricole, je pense qu'on peut en retrouver aujourd'hui certains volets dans la majorité des porteurs de projets qui vont aujourd'hui contacter les dispositifs d'accompagnement. Donc un schéma assez costaud. Donc le but, c'était de remontrer aujourd'hui qu'il y a énormément de structures qui sont positionnées sur l'installation.
Donc j'ai découpé au centre l'installation en 9 dimensions. Ça va du foncier, enfin de l'accès au foncier à la formation, au financement, au débouché, à l'expérience ou au conseil. Et donc les organisations vont se positionner sur ces ressources-là. Donc dans les grands types d'organisations, on peut distinguer forcément les pouvoirs publics, qui portent à la fois le dispositif public qu'on connaît, enfin la DGA notamment, mais aussi tous les dispositifs régionaux qui voient le jour qui ont vu le jour ces 10 dernières années. On a le pôle des OPA également, JA, donc qui travaille sur ces questions d'installation, tout le pôle des associations paysannes, d'autres types d'associations comme du coup Ferme d'Avenir, Terre et Humanisme, l'association Sol, mais aussi des entreprises comme Danone ou Fleury-Michon qui se positionnent également sur ces questions-là parce qu'ils ont vu des enjeux. On a également des acteurs financiers et bancaires donc, qui proposent de nouveaux instruments de prêts de garantie, etc. Et ce qui est remarquable de plus en plus, c'est le positionnement d'acteurs qui viennent plutôt du monde de l'entrepreneuriat classique. Donc, je pense par exemple à Initiative France, France Active, BGE, en partenariat avec la Caisse des dépôts et BPI France et France Compétences, qui vont également se positionner sur cette question de l'installation. Du coup, rapidement, donc voilà, c'était pour réexpliquer sur chaque dimension, en fait, il va y avoir des dispositifs particuliers qui vont se positionner. Donc, si on prend par exemple aujourd'hui dans l'expérience compétences, voilà, on peut avoir différentes façons de faire acquérir de l'expérience ou des compétences aux porteurs de projet qui vont être par exemple des stages, du salariat, du woofing, les espaces tests ou le stage parrainage. Et donc, on va retrouver ça dans chaque dimension des grands types d'outils qui vont être à disposition des personnes. Donc finalement, on a un dispositif public porté par l'État et la profession agricole aujourd'hui qui va être régionalisé, mais également une multitude d'acteurs qui vont agir sur des points précis. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est l'articulation entre tout ça et comment faire pour qu'il y ait un peu de cohérence. Et à mon avis, c'est le thème du débat aujourd'hui. Du coup, pour conclure, on a une hausse du nombre de volontaires pour des reconversions professionnelles vers les métiers de l'agriculture. Donc, c'est une chance, c'est une ouverture et des nouveaux bagages, pour l'agriculture. On a un nombre important de dispositifs qui se positionnent sur les dimensions de l'installation, donc que ce soit la formation, le financement, le foncier, les compétences, avec pas forcément d'articulation entre tout ça. Donc, ça peut être un petit peu difficile pour le porteur de projet de s'y retrouver. Et donc, dans ma thèse, moi, j'observe ce qui se passe dans 4 grandes régions et on voit qu'un même enjeu de renouvellement des générations ou des actifs va être un problème public qui s'exprime de manière différente, à la fois en fonction des régions et des acteurs. Ce qui rajoute de la complexité, du coup, autour de ces multifacettes de l'installation. Et du coup, voilà, complexité qui émane également du fait que plusieurs enjeux redéfinissent les enjeux de l'agriculture et donc de l'installation, avec des acteurs, du coup, entre guillemets, extérieurs, donc des entrepreneurs, des citoyens, qui vont se saisir de ces questions-là et qui vont, du coup, bouleverser les pouvoirs publics et donc modifier l'action publique. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Cécile, pour ces propos introductifs à notre table ronde. C'était forcément court, ça suscite forcément un peu de questions, mais voilà, l'objectif, c'était de lancer un petit peu le débat. En un mot, je vais vous demander de vous présenter tous les trois. On va commencer par Monsieur Sylvain Péchou. Donc, présenter donc, le champ des possibles, présenter aussi Reneta, dont vous faites partie. Et une petite question subsidiaire. Selon vous, voilà, en quoi les espaces tests permettent-ils de répondre aux défis du renouvellement des générations? Ok, bonjour. Donc moi je suis Sylvain Péchou, effectivement. Je suis un des 2 co-gérants des Champs des Possibles, qui est aujourd'hui une société coopérative d'intérêt collectif. On a été une association pendant une petite dizaine d'années. On existe depuis 2009 en Île-de-France. Et justement, les Champs des Possibles, c'est une structure qui est née d'une volonté d'acteurs différents, des consommateurs et des paysans, d'accompagner le développement de l'installation en agriculture en Île-de-France. Voilà, on a une région qui est quand même pas connue pour sa grande dynamique en matière d'installation. Et donc, on est issu du développement des AMAP, qui, dans le milieu des années 2000, se sont développés très, très vite dans cette région et ont rapidement saturé l'offre, notamment en production maraîchère biologique. Voilà, donc le réseau s'est posé la question de s'engager un peu plus sur les questions d'installation agricole et de créer un outil qui est devenu les Champs des Possibles.
Donc, les champs des possibles, c'est donc aujourd'hui, je disais une société coopérative d'intérêt collectif. On est 74 associés, 43 entrepreneurs, pour la plupart des agriculteurs qui développent leur activité au sein de la coopérative, et 9 salariés dans l'équipe interne, donc l'équipe support, qui amène des fonctions d'accompagnement, d'hébergement juridique, social, fiscal. On pourra revenir un peu là-dessus tout à l'heure. Et donc, nos trois grands corps d'activité. Donc, on est ce qu'on appelle effectivement un espace test agricole, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, qui permet de tester un projet d'installation en grandeur réelle avant de s'installer. On est aussi ce qu'on appelle une coopérative d'activité d'entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on permet du coup à ces agriculteurs et agricultrices et ceux qui le souhaitent de créer leur activité au sein de la coopérative avec un statut un peu nouveau qui est le statut d'entrepreneur salarié associé. Donc, ils sont pleinement leur propre patron, personne ne leur dit ce qu'ils ont à faire, mais du coup, ils ont décidé de mutualiser les services au sein d'une entreprise partagée et ils transforment leur résultat d'activité en salaire, ce qui amène des choses assez intéressantes en matière notamment de transmission des exploitations. On y reviendra un peu tout à l'heure. Et puis, on est aussi organisme de formation pour les agriculteurs et pour les porteurs de projets. On est devenu organisme de formation d'abord pour répondre aux besoins un peu spécifiques justement de nos porteurs de projets qui, dans le début des années 2000, ne trouvaient pas forcément auprès des consulaires, par exemple, les formations adaptées à leurs besoins, notamment sur la maturation de projet, dans les premiers stades du projet de reconversion. Voilà. Sur le RENETA, donc le RENETA, c'est le réseau national des espaces tests agricoles. Donc, c'est un réseau national, mais qui a déjà une dimension un peu européenne depuis quelques années, avec des extensions en Espagne, au Royaume-Uni et en Belgique. Donc, le RENETA, c'est en fait un réseau d'espaces tests, donc de dispositifs qui sont territorialisés et qui regroupent du coup des acteurs qui sont un peu divers dans leur organisation partenariale, dans leur fonctionnement, mais qui ont tous en commun de proposer cet outil test d'activité. Aujourd'hui, ce réseau, il regroupe 75 membres. Il y a 55 espaces tests qui sont en fonctionnement, donc qui accueillent en ce moment même des entrepreneurs à l'essai sur leur ferme. Une quinzaine d'espaces tests qui sont en projet, donc qui sont en cours de développement d'activité, qui sont en train de chercher un peu des partenaires, du foncier, etc., pour pouvoir démarrer, et puis quelques partenaires associés. Ce réseau, c'est un réseau qui s'est d'abord réuni de manière très, très pragmatique avec des praticiens pour échanger sur les difficultés de mise en œuvre de ces dispositifs de test d'activité avec des statuts, le contrat d'appui au projet d'entreprise qui n'étaient pas connus de la MSA, qu'il a fallu faire connaître, avec des problématiques un peu spécifiques pour ces outils nouveaux dans le champ de l'accompagnement à l'installation. Donc, au départ, c'était effectivement beaucoup un réseau d'échange de pratiques, ça le reste encore beaucoup, qui a aussi comme objectif de faire un petit peu la promotion effectivement du test d'activité dans les différentes instances CNIT ou autres, et puis du coup de mener des actions un peu exploratoires. Donc, on a notamment un groupe de travail qui s'appelle Se tester en coopérative, s'installer en coopérative. Je pourrais un peu en reparler tout à l'heure, justement pour étudier un peu ces nouvelles façons de s'installer aussi dans des statuts coopératifs qui ne sont pas forcément des statuts du monde agricole, les statuts SIC, les statuts SCOP, etc. On a une action aussi sur la question de la transmission, puisqu'on en parlera un peu tout à l'heure, mais effectivement, le test d'activité peut être plutôt bien adapté pour tester des projets de transmission et permettre des transmissions progressives. Voilà, et donc on travaille avec un certain nombre d'acteurs sur ces différents sujets. Donc, dans certains territoires, d'ailleurs, les groupes locaux JA peuvent être impliqués dans les dispositifs de test d'activité. Voilà, on est sur des partenariats qui sont assez différents en fonction des territoires et qui vont représenter un petit peu justement les caractéristiques spécifiques de ce territoire, qui sont les acteurs qui historiquement travaillent sur l'installation. Voilà. Dans quelques territoires, ce sont des collectivités territoriales qui vont porter les espaces tests. Dans d'autres, c'est des associations de développement agricole. Ailleurs, c'est une chambre d'agriculture. Enfin, voilà, on a un peu toute cette diversité-là. Voilà, je ne veux pas être forcément trop long, hein, donc vous n'hésitez pas à me couper si je déborde. Et donc, est-ce que les espaces tests peuvent permettre de répondre aux défis du renouvellement des générations? Alors, pas tout seul, ça c'est sûr, mais en tout cas, il constitue un outil qui nous a semblé pertinent du coup pour répondre oui à ce défi, partant du principe que
la démographie agricole ne pourra pas se renouveler uniquement sur elle-même, malheureusement. Enfin, malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on a aujourd'hui du coup atteint des seuils qui font que l'agriculture doit s'ouvrir, le monde agricole doit s'ouvrir à des nouveaux entrants. Et ces nouveaux entrants ont des besoins spécifiques auxquels justement on essaye de répondre avec ces espaces tests. Donc c'est effectivement des outils qui sont adaptés, notamment pour les personnes qui sont non issues du monde agricole. Cécile en parlait tout à l'heure. Pour des hors-cadres familiaux, mais aussi finalement pour des fils et filles d'agriculteurs qui ont, pour certains, eu des parcours qui ne sont absolument pas des parcours agricoles, notamment parce que les parents leur ont parfois très fortement déconseillé cette voie, et donc ils ont eu des études tout à fait extérieures à l'agricole, un parcours professionnel hors de l'agricole, et puis à un moment ou à un autre, l'élastique est un peu fort et le retour à la terre se fait, mais parfois avec des personnes qui vont s'installer sur des systèmes de production qui sont très très différents de ceux de leurs parents et qui peuvent avoir besoin aussi du test d'activité. Ça permet effectivement de sécuriser ces parcours d'accès à l'installation, puisque du coup, ces personnes, j'y viendrai un peu tout à l'heure, mais ont beaucoup de choses à apprendre, notamment en termes d'expérience, et que l'expérience, ça ne s'acquiert pas simplement en 9 mois de BPROA et quelques semaines de stage. Voilà, donc ça permet effectivement d'accumuler de l'expérience et du coup d'avoir des installations qui sont pérennes, hein, sur les chiffres le montrent. Et puis, c'est effectivement adapté en termes de défis par rapport à des problématiques d'association qui sont aujourd'hui importantes. Par exemple, GAEC et Société, avec qui on travaille, développe depuis quelque temps le test en vue d'association pour répondre à la problématique de renouvellement des associés dans les GAEC, et puis sur des problématiques de transmission, où je le développerai peut-être un peu plus tout à l'heure, mais voilà, ça peut être intéressant d'accueillir une personne en test d'activité dans un projet de transmission, puisqu'on est sur un statut qui est un vrai statut d'entrepreneur. On n'est pas stagiaire, on n'est pas salarié, et donc la construction du projet de transmission peut se faire presque d'égal à égal, entre guillemets, avec le cédant, tout en développant une activité nouvelle, par exemple, sur la ferme, qui permet aussi de ne pas faire supporter au cédant le coût d'un salariat pour une personne qui viendrait reprendre la ferme. Voilà, je m'en arrêter peut-être là pour l'instant. C'est déjà une belle introduction et on voit un petit peu tout le panel de ce que fait voilà, le champ des possibles et du coup Reneta. Donc c'est très intéressant de voir aussi, je trouve, l'évolution au fur et à mesure des années, finalement de rajouter une corde à votre arc à chaque fois que les porteurs de projets ont identifié des besoins. C'est assez intéressant parce que vous avez finalement d'un œil extérieur su vous adapter à vos porteurs de projets que vous accueillez. Donc plutôt hors cadre familiaux non issus du milieu agricole, mais pas que finalement. Donc ce sera très intéressant de pouvoir développer par la suite les différentes thématiques. On va continuer donc ce tour de table avec Monsieur Bertrand Colli. Donc vous êtes l'auteur d'un rapport du CESE. Peut-être rappeler et présenter qu'est-ce que le CESE et du coup pourquoi un rapport sur l'installation et donc comment répondre aux défis du renouvellement des générations. Oui, merci de me laisser la parole. Du coup, en effet, je suis Bertrand Colli. Je représente au CESE le MRJC, le Mouvement rural de jeunesse chrétienne, encore pour quelques jours, parce que mon mandat prend fin le 31 mars, donc ça arrive assez vite. Et puis, le Forum français de la jeunesse qui regroupe les organisations dirigées par des jeunes. Et dans ce cadre-là, du coup, j'ai participé tout au long de la mandature à la section de l'agriculture. Du coup, le CESE, il rassemble la société civile organisée dans ses différentes composantes, donc à la fois les syndicats de salariés, les syndicats patronaux, etc. Et puis aussi l'ensemble du champ agricole. Donc à la fois les JA sont présents, l'ensemble des syndicats agricoles également, mais aussi les associations environnementales, etc. Et du coup, tout au long de la mandature, on a pris un certain nombre de sujets sur la compétitivité de l'agriculture, sur la question des circuits de distribution, et sur un certain nombre. Et régulièrement, dans les échanges qu'on pouvait avoir, on revenait à cette question d'installation qui n'avait pas été traitée directement par le CESE. Et du coup, la volonté, là, ça a été de se poser. Du coup, pendant 6 mois, la section de l'agriculture du CESE s'est penchée plus fortement sur la question de l'installation, a rencontré du coup un certain nombre d'entre vous et un grand nombre, en tout cas, d'acteurs de l'installation agricole, et puis également des porteurs de projets, à la fois des gens qui étaient sur le départ, des cédants d'installation,
ce qui a permis aussi d'éclairer assez fortement le regard, en tout cas, de la section d'agriculture du CESE sur la question. Donc, à la suite de ça, est sorti en juin là, 2020 l'avis, et du coup qui reprend à la fois la partie constat, et après avoir entendu un peu l'ensemble des parties prenantes, et puis pose un certain nombre d'enjeux et 19 préconisations qui viennent ponctuer le travail et sur lequel l'ensemble des composantes du CESE se sont mis d'accord. C'était en tout cas ce que moi j'ai cherché, et puis un équilibre en tout cas qu'on a réussi à trouver sur ces questions-là. Peut-être quelques mots hein, sur le constat. Le premier, c'est quand même que l'enjeu de l'installation agricole, il est assez colossal. La crise du Covid, elle a ramené un peu la question de la sécurité alimentaire dans notre pays et la manière dont il y a nécessité aussi sur des aspects à la fois sociaux de valorisation des métiers les plus essentiels, sur la question territoriale, de dynamique des territoires ruraux, etc., me semble-t-il. Et du coup, c'est dans cette période-là, en plus, qu'a été écrit l'avis, et du coup, c'est quand même teinté de ça. Et puis, les enjeux écologiques qui sont aussi devant nous, qui ont été traités en grand nombre là au CESE, et sur lesquels le constat, pour le coup, partagé, c'est que si on n'arrive pas à renouveler et à installer suffisamment de personnes, on aura quand même du mal à répondre à ces enjeux-là. 10% des agricultrices et agriculteurs ont disparu ces 10 dernières années. Du coup, le constat, il est quand même massif. Et en gros, le regard qui est porté, les chiffres qu'on a, si on reste sur la dynamique actuelle, c'est plus de 200 000 exploitations agricoles qui vont disparaître d'ici 2026, sachant que c'est un quart des fermes qui risquent ainsi de disparaître, parce que c'est les 2 tiers des cédants, quand on les interroge, qui disent de ne pas penser pouvoir transmettre leur exploitation. Donc ça, c'est le constat très fort. Il y a en parallèle, du coup, une évolution du profil, les éléments qu'apportait Cécile Gazot, qu'on voit aussi sur les personnes qui se présentent au PAI. Par exemple, au PAI, c'est 62% de NIMA, par exemple, qui s'y présentent. Les plus de 39 ans, c'est plus de 20% des personnes qui se présentent dans les PAI. Les femmes aussi, qui est aussi, me semble-t-il, un enjeu sur comment on arrive à faciliter l'installation d'un certain nombre d'agricultrices. C'est plus de 36% des femmes qui se présentent au sein des PAI. Et ça, de fait, ça vient changer, ça vient faire évoluer, d'autant plus avec les attentes qui ont été bien exposées, hein, qui peuvent être assez différentes, en tout cas de ce qu'étaient les profils un peu habituels des gens qui s'installaient en agriculture. Et ça vient re-questionner un peu l'ensemble. Et du coup, par rapport à ces constats, il y a 4 grands enjeux, me semble-t-il, en tout cas dans ce qu'on a pu poser. Il y a la question de l'articulation et de la mobilisation des acteurs. Il y a besoin, si on veut arriver à relever ces défis-là, que l'ensemble à la fois les acteurs publics et puis les acteurs privés, associatifs, etc., ils puissent se mobiliser plus fortement sur ces questions-là. Et puis la question de l'articulation, en gros, on a entendu quand même beaucoup de porteurs de projets dire que quand on veut s'installer sur un territoire, c'est quand même compliqué. Il y a un certain nombre de clivages entre des acteurs, etc., et que ça, il y a besoin en tout cas de mieux les articuler, parce que c'est une vraie difficulté avec, pour un certain nombre de porteurs de projets qui vont passer à côté de l'ensemble des dispositifs et des acteurs qui existent parce qu'ils ne veulent pas, par incompréhension et par difficulté à comprendre un peu l'écosystème agricole qui est particulièrement complexe. Le deuxième, c'est du coup accompagner ces différents porteurs de projets. Sylvain Péchou l'exprimait assez bien sur comment on va sécuriser avec des profils qui sont un peu nouveaux et qui découvrent pour un certain nombre le monde agricole, comment on va arriver à les accompagner dans cette découverte et puis à sécuriser pour qu'ils puissent aller au bout de leur projet et que ça soit fait de manière pérenne en particulier. Le troisième enjeu, c'est la question de la transmission. Quand il y a un certain nombre de profils nouveaux qui arrivent et qu'on n'est plus dans la transmission familiale, de fait, ça pose la question de la transmission et de comment on va accompagner les gens qui sont, en tout cas dans ce qui a été relevé à travers ce travail-là, c'est un vrai manque aujourd'hui. C'est-à-dire que si il y a
une entrée dans le monde, dans l'activité agricole qui a été pensée un peu historiquement, etc. Pour le coup, on a assez peu pensé la manière dont on allait accompagner les cédants, et me semble-t-il, ça fait partie des grosses difficultés si on veut arriver à relever ce défi-là. Du coup, là, il y a derrière des enjeux assez multiples, à la fois des questions économiques. On le sait que les retraites agricoles sont très faibles, et du coup, ça pose un certain nombre de questions quand on veut céder, parce qu'on a besoin de récupérer un maximum de capital sur la structure agricole, mais aussi des questions de logement, par exemple, qui sont revenues pour le coup très régulièrement dans les paroles des cédants ou des futurs cédants qu'on entendait. C'est-à-dire que souvent, quitter son exploitation, c'est également quitter son logement, et ça pose quand même plein de questions psychosociales qui ont besoin d'être accompagnées. Et puis la dernière, c'est la question foncière, qui n'est pas nécessairement directement le sujet de ce soir, mais la question du partage de la terre, en gros, elle est quand même centrale si on veut arriver à relever à nouveau cet enjeu. Voilà très rapidement en introduction ce que je pouvais ramener. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va laisser la parole à Monsieur Benoît Bonnefond, donc membre du CGAER et auteur d'une étude récente voilà, sur la qualité des plans d'entreprise. Donc vous êtes particulièrement intéressé au dispositif DJA, dispositif aidé. Et donc voilà, essayer de nous présenter un petit peu rapidement ces travaux-là et puis l'influence de ce dispositif DJA. Est-ce qu'il permet d'installer plus de jeunes? Est-ce qu'il est vraiment attirant pour des publics hors cadre et autres? Et puis après, voilà, je vous demanderai de rebondir sur les propos de Monsieur Bertrand Colli sur le constat. Mais d'abord, voilà, présenter un petit peu votre rapport et puis vos travaux. Oui, merci. Donc effectivement, avec Pascal Petier, qui est aussi membre du CGER, rattaché au ministère de l'Agriculture, on a réalisé une mission qui visait à répondre à 3 questions ou 3 enjeux. Le premier, c'était de renforcer la qualité et le contrôle de cohérence des plans d'entreprise. Le second, c'est sécuriser le processus de sélection des projets d'installation viables et vivables. Et le troisième, qui était l'enjeu d'améliorer le suivi et l'accompagnement post-installation. Pourquoi ces 3 sujets nous ont été confiés? Ces sujets, en fait, ont émergé en 2019 dans le cadre des discussions à propos d'une démarche de simplification sur laquelle le ministère de l'Agriculture travaillait, puisque tout le monde, c'est une évidence, considère que c'est une réalité, considère que le processus d'accompagnement et d'installation est un processus complexe et que dans la génération actuelle, mais aussi la génération précédente, il y avait un certain nombre de dysfonctionnements qui avaient été identifiés et qui avaient un besoin de simplification. Donc les propositions de simplification qui étaient sur la table, discuter avec notamment les organisations professionnelles agricoles avait suscité quelques inquiétudes, d'où ces 3 sujets. C'est aussi le fait qu'il y a un certain nombre d'éléments positifs qu'il faut savoir reconnaître. Nous, on se positionne dans un processus d'amélioration et non pas de transformation radicale. La part des installations aidées est actuellement en train d'augmenter en proportion par rapport au total des installations, même si effectivement il y a quand même un nombre très significatif d'installations qui se font hors installation aidée. Et puis on a un taux de maintien constaté à 5 ans après l'installation qui est remarquable dans l'absolu et aussi en relatif par rapport aux autres secteurs économiques. On a été par contre confronté à des difficultés pour acquérir des données, pour pouvoir objectiver un certain nombre de constats. Et ça nous paraît très dommageable, notamment en rebondissant sur ce que Bertrand Colli a dit sur la complexité liée au clivage entre les acteurs. Une façon de gérer ces clivages, c'est d'objectiver les constats et de pouvoir donc mesurer.
Autre constat, c'est que les chambres d'agriculture jouent un rôle pivot. Alors, une grande diversité de situations selon les départements. Alors, c'est vrai que le processus d'installation a été déconcentré au niveau régional, DRAF, conseils régionaux. 80% de la DJA, en fait, provient du FEADER et donc des PDR. Donc, il y a un pilotage régional, mais la réalité se fait pour l'essentiel au niveau départemental et on a des situations très différentes, notamment en termes de monopole versus pluralisme et sur la question de la diversité de l'offre, la diversité des pratiques, qui est d'ailleurs réelle. Et on est d'ailleurs étonné par le fait que dans un processus qui est réputé cadré, en fait, il y a quand même une certaine diversité de pratiques au niveau local qui s'adaptent au contexte. Je confirme nos constats sur l'évolution des profils des porteurs de projets. Ils sont de plus en plus diversifiés et ça interpelle, ça impacte le processus. Mais je pense qu'il est important de considérer ou d'analyser cette diversification des profils dans ses origines. C'est à la fois les caractéristiques des porteurs de projets, ce qu'ils sont, qui a été évoqué dans l'introduction. C'est aussi dans ce qu'ils cherchent, ça a été aussi évoqué en termes de charge de travail, en termes d'options techniques. Et cette diversité des aspirations a un impact sur l'élaboration de leur projet autant que sur le projet lui-même. Et quand on aborde cette question de l'élaboration du projet, il y a clairement deux phénomènes qui montent et qui impactent le processus d'accompagnement à la préparation de l'installation. C'est l'augmentation de ce qu'on appelle les projets atypiques et puis l'augmentation d'une demande des porteurs de projets à élaborer leurs projets de façon plus autonome que les processus les plus cadrés. Qu'est-ce qu'on entend par autonome? C'est pas faire le projet tout seul, parce que ça n'est pas possible, mais c'est choisir ses liens de dépendance. Et donc, c'est pouvoir choisir les acteurs et pour pouvoir et cette autonomie est consubstantielle d'une implication des porteurs de projets. Et donc là, ça interpelle aussi les méthodes d'accompagnement et une demande de pouvoir disposer des outils d'élaboration de l'étude économique détaillée, notamment, de pouvoir faire des crash tests sur des scénarios de résistance aux aléas, ce qui aujourd'hui, dans la majorité des cas, par rapport au processus standard porté par les chambres d'agriculture, n'est pas pratique courante. C'est-à-dire que dès lors que vous agissez en autonomie, vous avez besoin de savoir quel est le contenu attendu dans un certain nombre d'éléments qui sont demandés. Et ils ont aussi besoin de référentiels qui soient accessibles. Ils ont besoin d'outils en libre accès aussi. Au-delà de la diversification des profils, il faut aussi souligner l'évolution du contexte. On est quand même dans une agriculture qui est de plus en plus exposée au marché, avec les aléas des prix, notamment, mais les aléas climatiques aussi. Et cette exposition aux aléas est un paramètre qu'il faut prendre de plus en plus en compte dans la préparation, parce qu'en fait, ces risques sont inhérents et il faut autant en avoir conscience qu'être prêt, préparer le porteur de projet, à savoir les gérer dans sa période d'installation. L'accompagnement post-installation doit rester un acte volontaire du jeune agriculteur qui est installé. Alors, c'est vrai qu'il peut ne pas en être demandeur et que ça peut lui nuire.
nous, ce qu'on analyse, c'est que au moment où il s'installe, il y a une forme de rupture dans toute la phase de préparation. Le porteur de projet est très accompagné, encadré, et dès lors qu'il s'installe, il y a un risque qui s'isole, qui se focalise sur la mise en œuvre de son projet. C'est logique, mais nous, on considère qu'il faut éviter cette rupture et qu'il doit continuer à travailler en collectif. Il doit continuer à se former. Et d'ailleurs, nous, on préconise qu'une partie des actions qui sont inscrites dans le plan de professionnalisation personnalisé puissent être réalisées pendant l'installation et ne soient pas tous à réaliser obligatoirement pour obtenir préalablement à l'obtention de la DJA. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a des actions qui sont plus profitables quand on est en opérationnel que quand on est en chambre. On sent aussi que les prescripteurs d'actions dans les PPP, dans les CE3P ont une forme de résistance, de réticence à imposer trop de choses. Il ne faut pas oublier qu'une partie des porteurs de projets ont une activité salariée qui leur permet de vivre pendant cette phase de préparation et que donc le temps qu'ils peuvent consacrer à cette préparation peut être limité. D'où l'intérêt d'ancrer dans le 3P des actions qui peuvent être réalisées en post-installation. On pense aussi… Peut-être, excusez-moi, du coup, une petite réaction sur ce sujet-là en particulier, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai débat autour de ces formations, de ces stages, ou voilà, de ce complément d'acquisition de compétences à ce moment-là. Et le débat de avant l'installation, après l'installation, c'est vraiment très important, à mon sens. Et du coup, vous dites, voilà, c'est important d'en avoir avant l'installation, évidemment, mais il y a certaines qui devraient être préconisées après l'installation. On entend pourquoi. Et est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans un schéma où on risque d'avoir des jeunes, et on en a aujourd'hui, qui souhaitent s'installer toujours plus vite, pour X ou Y raison, libération du foncier, opportunités diverses et variées, ou juste voilà, pressés de s'installer, de rentrer dans le cœur du métier. Est-ce qu'on peut comprendre aussi? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des jeunes moins formés au moment de l'installation parce qu'on aura ciblé leur complément d'acquisition de formation ou de stage après leur moment d'installation? Est-ce que ce n'est pas un risque qu'on prend à repousser ce complément de formation, d'acquisition de compétences après l'installation, de votre point de vue? Le feront-ils vraiment? Alors, nous, on a examiné un certain nombre de plans de professionnalisation personnalisés pour voir un peu quels étaient les types d'actions qui étaient préconisées. Alors, il y a des actions standards, hein, comme le stage 21 heures, mais il n'y a pas un nombre colossal d'actions. Or, nous, on considère, avec un certain nombre d'acteurs, parce qu'en fait, il y a des bonnes pratiques qui existent, hein, on ne part pas de rien, comme je l'ai déjà dit. Mais pour prendre un exemple, un jeune qui s'installe dans un GAEC, la question des relations humaines, gérer les relations humaines dans un GAEC, c'est primordial. On a eu des témoignages de jeunes qui sont installés en GAEC, qui en sont sortis, parce qu'on faisait référence à des aspects sociologiques. Mais dans un GAEC, vous mettez des gens qui sont plutôt en deuxième partie de carrière avec un jeune qui arrive, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et donc, il faut qu'ils sachent en parler, il faut qu'ils sachent négocier, les gérer. Et donc ça, c'est d'ailleurs des formations qui méritent d'associer les partenaires du GAEC.
Il y a aussi des questions de charge de travail. Aujourd'hui, c'est un critère qui ne figure pas dans dans le plan d'entreprise comme une donnée étudiée. Et c'est vrai que ça correspond, enfin, maîtriser sa charge de travail correspond à une attente d'un certain nombre de porteurs de projet, mais ça correspond aussi à une nécessité. Et c'est vrai que là, on est confronté à deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'outils libres de droit accessibles aux porteurs de projets pour qu'ils puissent tester. On manque aussi de référentiels, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir transformer des hectares ou des nombres d'animaux en heures. Il faut pouvoir les répartir dans l'année avec une saisonnalité, une intensité variable dans l'année. Et donc, il manque des formations et des accoutumances à ces outils dans les 3 P. Ça peut se faire, avant l'installation, mais ça peut se faire aussi une fois que l'installation est faite, quand on ressent effectivement cette question des charges de travail. D'ailleurs, articuler la charge de travail avec des choix de techniques agricoles. Vous pouvez gérer une culture, arbitrer les choix de modalités de culture en intégrant ce paramètre de charge de travail. Je crois aussi que dans ce qu'on ressent, c'est qu'il faut que le jeune qui s'installe prenne aussi l'habitude d'utiliser les dispositifs de droit commun. À un moment donné, on rentre dans une vie standard et qu'il faut que progressivement il se familiarise à la consommation, à la mobilisation des outils de droit commun, sur l'accompagnement, sur la formation. Justement, avant qu'on rentre un petit peu plus encore dans le sujet, j'aimerais bien entendre nos 2 autres intervenants, et notamment Sylvain Péchou, s'il voulait rebondir à nos propos par rapport à la formation, par rapport aux tests justement en société, par rapport à cette partie relations humaines, et puis plus globalement les freins liés à l'installation, et puis les réponses que peuvent apporter notamment les espaces tests liés à ces freins dans le domaine de l'installation et de la transmission, évidemment. Alors, effectivement, sur les personnes qu'on accompagne, les profils ont déjà été un peu présentés tout à l'heure. Hein. Sur 2 régions que je vais prendre en exemple, donc l'Île-de-France où on est et Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes, les espaces tests accueillent 1 tiers de femmes, 2 tiers d'hommes, moyenne d'âge de 35 ans. Nous, on est plutôt 45% de femmes, 55% d'hommes, moyenne d'âge de 37 ans. Vous voyez, on se rapproche assez fortement de la limite des 40 ans, donc ça posera des questions tout à l'heure. En Rhône-Alpes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même 56% des personnes qui viennent d'un département différent que celui dans lequel elles se testent. Donc, on est sur des projets qui sont aussi des projets souvent de migration géographique. Et il est plus pertinent, évidemment, de se tester dans le lieu où on va s'installer, puisque c'est là où on va développer ses réseaux professionnels et ses réseaux commerciaux. Et puis, ce sont quand même des personnes qui sont diplômées, pour la plupart, on l'a déjà un peu dit tout à l'heure. Donc, des gens qui sont pas forcément diplômés en agriculture, en tout cas en Rhône-Alpes, apparemment, ce n'est pas. Il y a 44% des gens en test d'activité qui ont un diplôme agricole. Nous, en Île-de-France, on a une pratique un peu différente dans le sens où on se situe vraiment après la formation diplômante. Hein. Donc, nous, la quasi-totalité des gens qui rentrent dans le dispositif couveuse sont des gens qui ont au moins un BPROA, parce que voilà, s'ils arrivent avant cette phase-là, bah, du coup, on fait en sorte de les convaincre que le diplôme est quand même quelque chose d'important et pas que pour l'accès à la capacité agricole. Quand on est en test d'activité, qu'on se retrouve directement sur sa parcelle, ce n'est pas le moment de découvrir complètement qu'est-ce que c'est que le fonctionnement d'une plante. On va le découvrir pratiquement, mais ce n'est pas le moment de le découvrir théoriquement. Et c'est important effectivement que ces choses-là aient été vues avant. Voilà. On a effectivement, et ça c'est pareil dans toutes les régions à peu près, hein, 2 tiers des projets qui sont des projets en maraîchage, en activité principale. La très grande majorité des projets qu'on reçoit sont des projets en agriculture biologique, et ça c'est vrai dans l'ensemble des régions. Par rapport à la question des besoins de ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles viennent chercher, qu'est-ce qui leur manque?
Alors, leurs besoins, c'est qu'elles ont surtout besoin, on l'a dit un peu tout à l'heure, hein, de se rassurer déjà, d'acquérir des savoir-faire pratiques. On a des personnes du coup qui ont un savoir théorique, donc souvent de BPROA, quoi, plus des petites formations, etc. Mais du coup, pas de savoir-faire pratique inscrit dans la durée. Elles ont besoin de mettre à l'épreuve leur projet, de confronter du coup cette nouvelle réalité avec une réalité familiale antérieure. Donc une bonne partie des gens qui viennent nous voir viennent aussi vérifier si la famille va rester accrochée dans cette aventure-là, avec la possibilité donc de se rendre compte que non et de décider de mettre un terme au projet, hein, ça arrive. De se confronter à des temps sociaux qui sont très différents de ceux qu'ils étaient dans la vie auparavant, parfois une vie urbaine, pas toujours, mais assez souvent. La résistance physique, voilà, on a beaucoup de demandes du coup dans le test d'activité sur voilà, se tester physiquement. Est-ce que je suis capable de tenir une année entière en maraîchage, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Et puis, du coup, la question économique, voilà, on a aussi des reconversions professionnelles qui vont être des vraies révolutions sur le plan de l'économie familiale, avec des personnes qui vont, pour certaines, diviser très largement leurs revenus. Donc, faut vérifier que c'est possible, du coup, de développer un projet en adaptant tous ces paramètres-là. Ce que les personnes viennent chercher aussi et leurs besoins, ça va être de l'insertion socio-professionnelle, hein. En agriculture, plus qu'ailleurs, il faut montrer patte blanche. Du coup, le test d'activité qui se déroule sur des durées moyennes de 2 ans, hein, permet aussi d'être vu à l'œuvre, par les voisins, d'être vu à l'œuvre par le banquier, par la SAFER, par les gens de la CUMA à côté, et du coup de favoriser un peu l'insertion professionnelle. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, on a de plus en plus d'installations en collectif, et le collectif, c'est quand même pas… Alors, ça résout une bonne partie, ça résout pas mal de problèmes, mais ça en ouvre beaucoup d'autres, quoi. Et donc, pouvoir tester en grandeur réelle un projet d'association, effectivement, ça permet de se rendre compte éventuellement au bout de 2 ans que non, ça ne sera pas possible de s'installer ensemble, mais on évite de mettre un GAEC en implosion ou une SCEA en difficulté par des questions qui n'ont pas pu être résolues auparavant. Dans ce qui va manquer comme compétences, du coup, à ces personnes qui passent par le test d'activité, alors on est sur des projets qui sont effectivement souvent des projets assez complexes. Par exemple, on a beaucoup de projets qui sont montés avec des collectivités propriétaires de foncier. Alors ça résout plein de questions, hein, mais alors je peux vous témoigner que ça en génère aussi beaucoup. Se lancer dans une aventure avec un propriétaire foncier qui est une commune, c'est pas facile. La commune, elle a beaucoup d'attentes aussi, et parfois trop. C'est des projets qui sont composites, hein. On a souvent plusieurs productions, on a de la transformation, on a de la commercialisation en direct, on a des commercialisations qui sont un peu complexes. Donc tout ça se découvre pas tout de suite, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a la progressivité de ces acquis. Donc les personnes viennent plus chercher effectivement de l'expérience que des compétences. On a notamment sur la partie économique, gestion, etc. On a des personnes qui faisaient ça parfois dans leur métier antérieur. Donc là on a vraiment de tout, hein. On a des gens qui sont totalement novices dans la matière et d'autres qui peuvent réutiliser un certain nombre d'acquis. Mais voilà, globalement, on a quand même effectivement ce besoin d'aller chercher de l'expérience. On a aussi tous les métiers annexes du paysan. Alors, ce sont des choses qui sont assez peu vues au démarrage, mais qui sont génératrices de beaucoup de temps perdu. On parlait tout à l'heure des temps, etc. Puis beaucoup de coûts ajoutés. Oui, quand on ne sait pas souder, oui, quand on ne sait pas faire un petit peu d'électricité, etc. Du coup, ça complexifie un peu le quotidien, ça complexifie les installations et surtout, ça rajoute des coûts quand il faut faire appel à des prestataires pour tout ça. Voilà, ça, c'est des choses aussi qui peuvent être acquises pendant le test d'activité. Et puis, on le disait un peu tout à l'heure, c'est des projets qui vont manquer de références, parce qu'ils sont nouveaux dans leur production ou parce qu'ils ont été oubliés. Si je prends par exemple notre cas en Ile-de-France, dans les métiers oubliés qu'on redécouvre, c'est la cressiculture par exemple.
voilà, les références en cressiculture sont plus tellement là. Et puis, dans les métiers un peu oubliés ou en tout cas nouveaux, nous, on accompagne de plus en plus de bergers de plaine qui vont pâturer dans des espaces naturels, mais aussi chez les céréaliers où ils vont pâturer des couverts, ils vont pâturer des céréales en jeunes pousses. Voilà, donc ça, c'est des métiers sur lesquels on n'a pas de référence. Donc, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Bonnefoy, là, sur la question des temps et même sur la question économique. Hein, voilà, comment est-ce qu'on fait tenir un projet en élevage ovin quand on est un berger sans terre en plaine et qu'on n'a pas accès aux aides sur FASIC, par exemple, c'est pas facile. Voilà. Et donc, du coup, c'est ces choses-là qui sont mises à l'épreuve de ces périodes de tests en grandeur réelle où on nous met à disposition un outil de production, où on nous met à disposition un accompagnement particulier, où on utilise du coup la couveuse d'activité comme sa propre entreprise, avec la possibilité de faire demi-tour. Donc globalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même 70%, 70%, en tout cas c'est le cas chez nous, des personnes qui sont passées par un test d'activité qui s'installent à l'issue. Et nous touchons du bois depuis 2009, toutes celles qui sont installées depuis sont toujours en activité. 17% qui choisissent finalement le salariat agricole. Alors parce que finalement l'entrepreneuriat n'était pas leur tasse de thé, ou parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le foncier ou autre. Et puis on a 13% qui se rendent compte que voilà, c'était pas forcément la bonne voie ou pas maintenant, et qui vont partir faire autre chose et finalement ne pas continuer dans l'agriculture. Voilà, par rapport aux freins à l'installation, on les a déjà un peu évoqués tout à l'heure. Alors, le poncif serait de dire le foncier. C'est vrai. Après, nous, on se retrouve, c'est vrai, dans des situations aussi parfois où on a du foncier et pas de porteur de projet. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique à l'Île-de-France ou si c'est dans d'autres régions. Bon, aussi parce qu'on nous met parfois à disposition du foncier qui n'est pas forcément bien adapté pour l'installation. Hein. Le petit hectare dans un coin sous une ligne très haute tension pour s'installer en maraîchage, ce n'est pas forcément idéal. Voilà, l'accès aux moyens de production, l'accès au logement. Et c'est vrai que dans une bonne partie des projets qu'on accompagne en maraîchage périurbain, dans les ceintures maraîchères, on a une vraie problématique d'accès au bâti et au logement qui est complexe. Les freins sont aussi, je l'ai un peu dit tout à l'heure, la reconnaissance, mais pour le coup, là, le test d'activité est effectivement pertinent parce que quand on va voir un comité technique s'affaire, quand on va passer en CDOA, quand on va aller voir un banquier et qu'on n'a pas simplement un prévisionnel d'activité, mais qu'on a 2 ou 3 exercices derrière soi, déjà un réseau de commercialisation en place, tout d'un coup, effectivement, le sourire du banquier est un peu plus facile à obtenir. Voilà, et donc dans les freins également, ça a été dit tout à l'heure, hein, cette complexité quand même du parcours. Le schéma de Cécile faisait froid dans le dos avec le nombre d'acteurs énormes qu'il y a effectivement qui sont à connaître, des acteurs, et c'est quand même assez triste, effectivement, qui sont parfois dans les régions avec des clivages, alors que, voilà, on l'a rappelé tout à l'heure, les enjeux de l'installation justifieraient que toutes les tensions entre des structures qui pourtant œuvrent dans le même sens dans celui de l'installation laissent la place à une coopération plus grande, parce qu'on est vraiment complètement loin des enjeux. Hein. Nous, en ce moment, là, en 2021, il y a 400 personnes en test d'activité en France, voilà, rapportées aux enjeux de l'installation. On est quand même loin. J'ai trouvé vos propos très intéressants parce que je trouve que sur les espaces tests, on a souvent tendance à caricaturer un petit peu leur rôle, et je suis vraiment très heureux d'entendre sur cette différenciation entre la théorie et la pratique, le fait que vous disiez aux porteurs de projet, quand on vient se tester sur un terrain, c'est pas pour découvrir la théorie d'une plante ou d'un fonctionnement d'une culture, mais c'est bien pour se tester sur une activité en conditions réelles ou quasiment sur la filière qu'on a choisie. Et je trouve que ça, c'est très intéressant parce qu'on a souvent tendance à dire que les espaces tests accueillent des hors-cadres qui n'ont pas de diplôme, qui ne sont pas formés et qui viennent se découvrir, mais qui du coup n'ont absolument aucune connaissance. Et là, le tableau que vous nous peignez sur les espaces tests est vraiment très intéressant parce que je trouve qu'il s'imbrique bien
dans une logique d'accueil de hors cadre, mais qui sont déjà formés par la théorie. J'ai peut-être juste plusieurs questions là-dessus. On parlait du BPREA tout à l'heure en disant là on est vraiment sur un aspect pratique et beaucoup moins sur un aspect professionnel d'immersion. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire évoluer justement aussi le BPREA pour avoir plus d'immersion en entreprise, plus voilà, de terrain, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup reproché à cette formation, qui apporte la théorie, mais on dit, voilà, quand on sort du BPREA, il manque encore tout cet aspect pratique derrière. Donc voilà, on a posé, je pense, le constat et beaucoup de freins. Je vais peut-être juste laisser réagir encore Monsieur Bertrand Colli sur ces freins et ces constats, peut-être sur plusieurs points. Déjà, voilà, savoir si le CESE partageait les freins qu'on a évoqués et peut-être sur les aspects collectivité, sur les aspects visibilité de projet, si vous partagez un petit peu le débat et les échanges qu'on a pu avoir jusque-là. Oui, mais je pense que ça se recoupe largement par rapport à ce qui a été dit. Moi, je pense, enfin, au vu de l'enjeu qu'on a rappelé au départ, va falloir, pardon, va falloir aller chercher les porteurs de projets. Je pense qu'il y a, enfin, il y a à penser en tout cas l'accueil de ces nouveaux profils et si on veut qu'il y ait un certain nombre de porteurs de projets qui puissent s'installer, enfin, et plus nombreux que ce qui est au vu de l'enjeu du renouvellement dans les prochaines années, il va falloir aller trouver de fait les porteurs et les accompagner, j'ai envie de dire, de A à Z, c'est-à-dire d'aller susciter aussi des envies, etc., de pouvoir être agricultrice ou agriculteur. Et ça me paraît être assez fondamental. Le CESE, dans cette idée-là, on s'est posé un peu, là, en plus c'était au débat, il y avait un certain nombre de débats suite à l'arrêt des financements Vivea sur les questions d'émergence, etc. Et du coup, de se dire comment on trouve demain les outils pour faire en sorte d'aller chercher ces profils-là. Du coup, on a imaginé notamment des réunions collectives multipartenariales régulières sur les territoires pour, en associant les services publics régionalisés de l'orientation, les SPRO, mais Pôle emploi, etc. Il y a un certain nombre de choses qui commencent à être faites, mais il y a besoin de massifier cette période-là et de trouver les outils, notamment pour accompagner par la formation. On a posé en tout cas la volonté d'avoir un cahier des charges national sur la question de l'émergence pour justement arriver à se doter d'outils qui permettent en permettant notamment à la fois par l'appui des régions, des comptes personnels de formation, etc., de penser des outils pour accompagner l'émergence de projets et faire en sorte qu'on fasse découvrir ce métier-là à des porteurs nouveaux et puis de se donner la capacité de les accompagner jusqu'à leur professionnalisation et faire en sorte, par un certain nombre d'outils. Donc c'est vrai sur le BPREA et ça rebondit par rapport à ce que vous disiez. En tout cas, ça fait partie des préconisations qu'a fait le CESE d'imaginer comment le BPREA, qui a déjà lui-même évolué, mais renforcer cette capacité à avoir des périodes d'immersion en son sein, de développer justement, de faire des BPREA, même si c'est en partie le cas, davantage à la carte, qui viennent sécuriser justement le fait de pouvoir découvrir ce métier-là, à la fois sur sa partie théorique, mais aussi sur sa partie pratique. On imaginait aussi ça rejoint un certain nombre de questions, peut-être même des unités de formation qui pourraient être du BPREA, qui pourraient être validées après même l'installation, justement pour continuer, se donner la capacité d'accompagner jusqu'au bout ces installations-là. La question des espaces tests, me semble-t-il, elle est centrale dans ce dispositif-là et de l'ensemble de comment on va renforcer le droit à l'essai, à la fois quand on s'installe dans un GAEC, quand on veut s'essayer sur un espace test. On posait la question, ce qui est en partie le cas, peut-être Sylvain Péchaud pourra confirmer, mais d'imaginer aussi que les établissements agricoles, parce qu'il y a notamment le questionnement autour des espaces tests sur des cultures, sur de l'élevage bovin, etc., où c'est quand même plus difficile à mettre en place, et d'imaginer comment les établissements agricoles ils pourraient demain avoir cette fonction, ou les fermes expérimentales,
avoir cette fonction également de pouvoir permettre le test d'un certain nombre de porteurs de projets. Et puis pour continuer un peu le fil, en tout cas le parcours qui peut être en tout cas c'était la volonté, même si c'est une préconisation qui a fait dissensus, notamment les JA ne se sont pas associés à la préconisation, d'imaginer comment demain la DJA transformée en ce qu'on a appelé une dotation nouvelle installée pour aller jusqu'à 50 ans, en tout cas d'imaginer qu'elle couvre bien plus largement les porteurs de projets. Aujourd'hui, ça augmente doucement, mais on doit être autour de 40, un peu plus de personnes qui passent par ce dispositif-là, parce que c'est un dispositif aussi qui assure la vivabilité et la viabilité des structures, de faire en sorte qu'ils soient bien plus nombreux, les porteurs de projets, à passer par ce dispositif. Ça nous semble être en tout cas une piste, même si il y a des débats légitimes, hein, notamment sur ce que ramener les JA sur la capacité à conserver un dispositif qui est un peu une entorse au niveau européen si on augmente l'âge auquel on peut aller. Voilà un peu rapidement par rapport aux échanges qu'on avait là. Et puis c'est vrai aussi à la suite sur la question des financements à l'installation, comment aussi renforcer, développer des fonds de garantie, etc., pour aussi faciliter le fait que, en particulier quand on ne vient pas du monde agricole, on puisse aussi avoir les outils financiers pour s'installer. Merci beaucoup. Et juste, je vais rebondir sur certains points qui ont été soulevés dans le constat. Et c'est revenu, tous les trois, vous avez soulevé cette difficulté de communication entre les acteurs, ce besoin de centraliser, d'échanger, de mutualiser, et puis tout simplement voilà, de discuter, de se coordonner pour une meilleure efficacité. On le sait tous, on le partage, on a besoin d'attirer encore un peu plus de porteurs de projets vers le monde agricole. Et quand je dis vers le monde agricole, bien sûr, il y a l'installation, mais on le parlait tout à l'heure un petit peu avec les espaces tests, il y a aussi le salariat. On a des besoins sur le salariat agricole qui sont aussi importants, donc il faut pas l'oublier. Et nous, au travers de notre rapport d'orientation qu'on a voté au Congrès, nous, les jeunes agriculteurs, on s'est prononcé en faveur d'un PAFIT, donc d'un point accueil, installation, transmission, formation. Alors, dans certaines régions ou certains départements, on a déjà des PAIT, donc des points accueil installation, des points accueil transmission, qui sont qu'une seule entité, des PAIT. Et nous, on y a rajouté l'aspect formation, parce qu'on estime vraiment que pour être pertinent, pour être performant demain, on doit avoir ces trois parties, l'installation, la transmission, la formation, et qu'il doit y avoir un maximum de communication, d'échange entre ces trois segments-là, et que demain, si on veut vraiment avoir un accompagnement digne de ce nom, on doit déjà avoir une structure d'accueil qu'on a nommée PAFIT, qui doit être performante, qui doit être dynamique et qui doit répondre à ces trois enjeux-là. Monsieur Bonnefoy, je vous repasse la parole sur ces sujets-là. Voilà, on a soulevé cette partie-là, cette installation, cette partie entrepreneuriale. Quel frein, mais surtout quel levier vous identifiez pour la suite sur ces nouveaux publics qui doivent s'installer, mais comme on le disait tout à l'heure, qui ont besoin de se tester, qui ont besoin de prendre conscience aussi de la complexité qu'est le fait de devenir chef d'entreprise demain, parce que oui, s'installer en agriculture, c'est devenir un vrai chef d'entreprise à part entière comme un autre. Alors, je vais essayer de ne pas oublier votre question, mais par rapport aux échanges, est-ce que vous m'autorisez à rebondir sur un ou deux sujets? Oui, allez-y. Dans notre mission, on est évidemment très imprégné de l'enjeu du renouvellement des générations. Donc, il y a la question du recrutement, entre guillemets. Et pour nous, il y a un peu deux enjeux. Le premier, c'est de concevoir un système d'accompagnement qui ne génère pas d'éviction. Le mot est un peu fort, mais je crois que c'est quand même un enjeu fort. Il y a 26 000 personnes qui, tous les ans, frappent à la porte d'un PAI.
il y en a moins de 6 000 qui ont une installation aidée, il y en a à peu près autant qui ont une installation non aidée. Et il faut arriver à concevoir un système avec une articulation des acteurs et une individualisation, quand c'est nécessaire, de l'accompagnement qui permettent d'éviter cette éviction. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, c'est dans ces 26 000 qui ne vont pas jusqu'au bout, il y en a qui n'est pas utile ou pertinent d'accompagner de force jusqu'à l'installation. Mais il y en a où, avec des conditions particulières d'accompagnement individualisé, de pluralité d'offres, on peut aller récupérer ces gens-là et faire un peu du cousu humain. Et c'est pour ça que dans notre rapport, on regrette que dans les suivis statistiques des dispositifs PAI, CE3P et stage 21 heures, il y a certes un suivi en nombre, mais il n'y a pas de suivi de cohorte. Or, la personne qui arrive en PAI a un numéro d'identification et on doit pouvoir la suivre. Et comme on n'a pas ce suivi de cohorte, on n'a pas les analyses correspondantes qui permettent de comprendre pourquoi on a perdu des gens et quels sont leurs besoins. Parce que quand je dis cousu humain, c'est un peu paradoxal, parce que comme on l'a dit, il y a un effet nombre. Sylvain Péchou disait que dans tous les espaces têtes, il n'y avait que 400 personnes, c'est déjà beaucoup et c'est très bien qu'ils y soient. Mais pour arriver au renouvellement des générations, il faut un effet nombre. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir bien analyser par ce suivi de cohorte tous les gens qui, à un moment ou à un autre, sont dans le dispositif de préparation à l'installation. Donc, c'est éviter l'éviction et mieux comprendre ce qui se passe pour tous ces 26 000 qui frappent à la porte et éviter de se donner bonne conscience en disant, bah, de toute façon, il y en a qui ne s'installent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé le foncier. Oui, c'est très bien, mais il n'y a pas que ces gens-là qui finalement n'arrivent pas au bout. Ça c'est le premier point sur lequel je voulais contribuer. Le deuxième, c'est revenir, parce que ça a été dit et je crois que c'est très, très important, revenir sur cette question du clivage entre les acteurs. Vous interpellez sur l'articulation. Alors, il ne faut pas nier le fait qu'il y a des structures qui ont une activité, qui ont besoin de ressources, qui ont des effectifs, et qu'il faut que chacun puisse satisfaire ses propres contraintes, ses propres enjeux et ses propres équilibres économiques. Mais que l'articulation entre les acteurs, elle est souvent pénalisée par le fait qu'il y a énormément de ressentis dans les discussions au niveau des écosystèmes qui sont départementaux d'abord. Et toute cette importance de dépasser ces ressentis, et je reviens encore sur cette question des analyses. Le monde de l'installation est très imprégné d'analyses sur des prévisionnels. Et quand on discute avec des gens qui sont en CDOA, ils nous disent, ben, finalement, celui-là, on n'y croyait pas et il a réussi. Celui-là, ça paraissait gagner à coup sûr, finalement, il n'a pas réussi. Mais on est sur du ressenti, de connaissance de cas individuels. Et là aussi, moi, je pense que pour la qualité des débats, nous, on prône en tout cas que dans les comités de sélection, il y ait une fiche qui soit donnée à tous les participants pour qu'il n'y ait pas de dissymétrie d'information, parce qu'il faut aussi dire que ça existe, la dissymétrie d'information entre les acteurs. Et voilà le deuxième sujet sur lequel je voulais intervenir. Donc du coup, vous ne serez pas surpris
surpris quand vous parlez de PAIT, que je dise, il y a l'outil et la manière de le mettre en œuvre. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a un PAIT qui est monolithique, qui est monoproposition, mono-acteur, qui ne répond pas à cette pluralité des besoins, à cette pluralité des situations, pluralité des projets, on va se retrouver avec les mêmes travers. Donc, nous, effectivement, on prône l'intérêt de la formation. Mais donc, je ne vous contredirai pas dans effectivement cette orientation. Après, la solution d'un PAIFT là, que vous préconisez, s'il a tous les travers que dans certains endroits on a pu entendre, avec des situations monopolistiques et des situations aussi, comment je dirais, de défaut d'ouverture sur des modes d'exploitation différents, sur des partis pris, sur des postures. Il y a quand même des endroits où on est encore dans le schéma où un agriculteur qui se respecte doit faire 70 heures dans sa semaine. Aujourd'hui, il n'y a pas de fatalité à ça. Et il faut être capable d'accueillir des gens qui ont d'autres ambitions que de se tuer au travail. Ce n'est pas le tout de faire de la promotion sur l'attractivité du métier. En fait, il faut concrètement que ça soit le cas. Et la notion de vivabilité est une notion émergente. Aujourd'hui, elle n'est pas formalisée dans le processus tel qu'il est. J'aimerais qu'on marque un petit point d'arrêt parce que c'est très très important ce que vous dites. Et je ne l'ai pas précisé, et justement, c'était très intéressant de voir votre analyse suite à ma proposition de PAFIT, qui est issue de notre rapport d'orientation. Évidemment, nous, quand on voit le PAFIT, il est multipartenarial. Et c'est là où on a un enjeu de construction derrière, c'est qu'on est dans l'outil, vous l'avez dit, mais il va falloir qu'on réfléchisse à sa mise en application, à sa déclinaison territoriale. Et on le voit comme quelque chose vraiment de multipartenarial, de très ouvert. Et on est, nous chez JA, c'est peut-être une image parfois qu'on essaye de nous enlever, mais on est très ouvert sur la diversité des profils et en tout cas, on est sur un accueil le plus large possible de tous les publics afin de pouvoir guider, orienter, informer tout le monde, tous ceux qui de près ou de loin se posent la question de l'agriculture, des métiers de l'agriculture au sens très large. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a réfléchi cette structure, je dis avec des guillemets parce que ce ne serait pas forcément une structure de PAFIT, mais je trouve ça très intéressant cette analyse que vous faites entre l'outil et puis son utilisation et sa gouvernance quelque part qu'on en fera. Donc j'ai presque envie d'avoir une réaction à chaud de nos deux autres intervenants sur le sujet. Monsieur Colli, si vous voulez réagir, et puis après… Oui, moi je veux bien… moi je partage, hein. C'est ce que je disais sur la question du clivage au départ. Je pense que c'est quand même aujourd'hui un frein majeur. Et en effet, ça rejoint la proposition de PAFIT, rejoint la proposition que faisait le CESE. Nous, on était sur une déclinaison départementale des CRIT, en se disant de manière multi-acteur, pilotée par les conseils régionaux et par l'État, pour justement arriver à mettre en face un certain nombre d'acteurs et puis à penser une politique. Pas très loin, je pense, de ce qu'a pu être les ADASEA il y a quelques années, qui est un outil qui a disparu et aujourd'hui, sûrement, dont on aurait besoin, c'est-à-dire justement qui mettent l'ensemble des acteurs autour et qui prennent cet enjeu à bras-le-corps pour arriver en associant sûrement des nouveaux acteurs. Hein. La question des collectivités locales s'était ramenée sur la question des espaces tests ou d'autres acteurs. En tout cas, il y a besoin de mettre un maximum d'acteurs autour de la table et puis de penser des objectifs assez forts et puis après de répartir en fonction des acteurs qui sont présents sur le territoire et des capacités de chacun parce qu'il y a, me semble-t-il, vraiment du travail pour chacun si on veut accompagner au mieux et puis sortir de ce qui était dit sur un certain nombre de ressentiments qui font que sur un certain nombre de territoires, moi je pense qu'on a été tous surpris là au sein de la section de l'agriculture. Pourtant, il y a un certain nombre d'agriculteurs et de gens qui sont impliqués dans les organismes agricoles sur des territoires assez différents, etc.
les porteurs de projets, pour beaucoup qui disaient c'est pas possible, quoi. Et il faisait part, en tout cas aussi, d'un grand nombre qui disait qu'avait complètement quitté l'ensemble des dispositifs, qui soient associatifs par la Chambre, etc., parce que il voyait bien que, en gros, chacun défendait un peu sa boutique envers et contre tout, et que c'était pas le projet de la personne qui était central. Et je crois que moi, je suis assez heureux de ça, et je pense qu'en effet, les JA, ils ont cette capacité à être moteur sur les territoires pour justement arriver à dépasser un certain nombre de clivages et faire en sorte de pousser à la fois les autorités et puis les syndicats agricoles, etc., pour prendre ce sujet-là et faire en sorte qu'il soit davantage partagé. Et je pense que c'est une des clés si on veut avancer. Merci beaucoup. Monsieur Péchou, si vous voulez rebondir un petit peu sur notre discussion de PASFIT, multipartenariat, de clivage contracteur, ça nous aide à alimenter le débat, et après on passera un peu plus sur le dispositif des JA parce qu'il faut peut-être pas les trois là-dessus. Moi, j'accueille avec beaucoup de plaisir votre proposition de multipartenariat, de dispositifs ouverts. Après, on voit bien qu'il y a des disparités régionales, effectivement. Je trouve que ce qui serait assez dramatique, ce qu'on a dans certaines régions, c'est d'avoir deux parcours parallèles pour soi-disant deux types de publics différents. Alors qu'en fait, c'est vraiment dans l'hybridation là, des échanges et des modèles que tout se joue. Moi, je suis assez surpris. J'étais l'année dernière invité à l'Assemblée générale des jeunes agriculteurs d'Île-de-France de découvrir la diversité interne à la profession agricole traditionnelle, entre guillemets, avec du coup des vraies diversités de modèles, avec un développement de l'agriculture bio, des circuits courts, etc. Et donc, du coup, il y a un vrai enjeu, je pense, dans ces instances-là, à effectivement permettre à ces porteurs de projets-là, qui par ailleurs vont être voisins dans les campagnes en plus, de pouvoir se rencontrer et de pouvoir, du coup, faire vivre des accompagnements mixtes. Moi, je vais vous donner notre cas un peu triste en Île-de-France, c'est-à-dire que moi, j'ai été, et mes collègues des AMAP, du GAB, etc., des CFPPA, on a été conseillers PPP pendant pas mal d'années en Seine-et-Marne. On travaillait du coup avec des conseillers chambres et du coup, on était souvent en binôme, un conseiller chambre projet, un conseiller formation, etc. Et c'était un moment de vraie richesse, à la fois pour les structures, dans l'échange du coup de posture, de savoir-faire, etc. Et puis pour les porteurs de projets qui, effectivement, du coup, allaient chercher du coup, un mix d'accompagnement. Avec la régionalisation des chambres d'agriculture, on a tous été mis dehors du dispositif. Donc aujourd'hui, c'est un dispositif PPP qui n'est composé que de salariés de chambres d'agriculture. Et ça, je trouve que c'est quand même très dommage. Et encore une fois, au regard des enjeux qu'on a en termes d'installation, je pense qu'il n'y a pas de voilà, j'ai du mal à comprendre, même si M. Bonnefoy les expliquait bien tout à l'heure, hein, il y a des enjeux un peu économiques, etc. Mais enfin, malgré tout, j'ai quand même du mal à comprendre ces postures et puis ces positions politiques qui ont plus vraiment de sens. Voilà, surtout qu'en général, du coup, sur le terrain, les techniciens, eux, travaillent très bien entre eux, quoi. Et c'est vrai qu'on est en train de refaire naître aussi des outils de type CRIT micro-locaux avec des représentants des collectivités, de la SAFER, etc. Et c'est là, du coup, que les choses un peu détachées du politique se vivent de manière très précieuse, parce que très concrètement, on parle de piste foncière, on parle de Monsieur Tartampion et de Mademoiselle Machin, et voilà. Et c'est comme ça, du coup, qu'on réussit à mettre tous notre énergie en commun pour faire correspondre un projet d'installation avec un territoire en ayant mobilisé l'ensemble de l'écosystème. Merci beaucoup. Et du coup, pendant que vous avez la parole, peut-être une petite analyse plus spécifique du dispositif DJA. Quel regard vous portez en tant que champ du partage, en tant que RENETA, sur le dispositif DJA? Est-il suffisamment ouvert? On a parlé tout à l'heure de simplification. On a parlé quand même du taux de pénétration de DJA qui
qui montait légèrement en puissance et qui est amené certainement à monter en puissance peut-être avec certaines simplifications qui ont été opérées, notamment en fin de PE. Voilà, donc quel regard portez-vous sur la DJA vis-à-vis du défi de renouvellement des générations qui nous attend? Est-ce que c'est un outil majeur? Est-ce qu'il a besoin d'être adapté? Enfin voilà, votre vision un petit peu sur... Alors, je souscrirais à ce que Bertrand Colli a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un outil qui reste un outil précieux, mais qui manque très largement sa cible. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, on est sur des... Nous, par exemple, je vous l'ai dit, on accueille des gens en test d'activité. Quand ils rentrent en test d'activité, la moyenne d'âge chez nous, c'est 37 ans. Un test d'activité, c'est en moyenne 2 ans. Voilà, donc on a des gens qui, en fait, pour certains, ont à choisir entre je me teste ou je m'installe avec la DJA. Ce qui est un peu dommage parce que du coup, on a des gens qui veulent s'installer vite pour avoir la DJA et donc du coup, ils évitent 1 an, 2 ans d'acquisition des savoir-faire et du coup, potentiellement, ça fait des installations qui ne réussissent pas tellement. Donc c'est vrai qu'une dotation nouvel agriculteur qui ferait sauter cette barrière des 40 ans, et même chez les fils et filles d'agriculteurs, n'a plus de sens. Aujourd'hui, on a pas mal de gens qui reprennent finalement des fermes familiales, mais qui arrivent sur des reconversions aux alentours de la quarantaine. Donc même eux sont concernés par cet outil-là, cette limite-là. Après, dans le cas un peu particulier, mais je n'entrerai peut-être pas trop dans le détail, des coopératives d'activité d'entrepreneurs. Donc, on a ce statut d'entrepreneur salarié associé, qui est un statut très sécurisant pour s'installer, qui permet de se dire peut-être je vais être agriculteur pendant 10-15 ans, et puis après j'irai faire autre chose, et j'aurai cotisé au chômage, j'aurai cotisé à la retraite comme salarié, et du coup je pourrais sortir du métier de manière plus simple que ce que ça ne l'est aujourd'hui. Et donc ces agriculteurs-là, qui sont des vrais agriculteurs, qui produisent, qui vendent, aujourd'hui, effectivement, n'ont pas accès à la DJA parce qu'ils ont un statut d'entrepreneur salarié qui leur bloque l'apport de cette dotation. C'est dommage parce qu'on a effectivement du coup des personnes qui vont être dans des choix cornéliens, s'installer dans un cadre coopératif qui me convient bien, avec un statut qui me convient, etc., mais faire une croix sur 30-40 000 euros de DJA. Alors du coup, oui, on y réfléchit 2 fois. Et voilà, c'est un peu dommage parce que, encore une fois, la diversité des statuts agricoles aujourd'hui et des statuts d'entreprise agricole est plutôt positive pour justement permettre des reprises de grandes fermes, des installations collectives, etc. etc. Voilà, donc aujourd'hui, le parcours, c'est vrai que cette limite des 40 ans est assez rédhibitoire. Et puis, à tort ou à raison, on a quand même pas mal de porteurs de projets qui pourraient accéder à la DJA, mais qui vont renoncer parce qu'ils voient ça comme un cadre trop contraignant, avec un fil à la patte. Voilà, ils se considèrent moins libres dans des projets qui, en plus, on l'a dit un peu tout à l'heure, vont être assez évolutifs. C'est-à-dire que souvent, dans les projets qu'on accompagne aujourd'hui, on s'installe en maraîchage et puis 2 ans après, on va développer un petit atelier de poules pondeuses. Voilà. Et donc, c'est difficile aujourd'hui, dans le cadre JA tel qu'il est pensé, d'avoir cette évolutivité qui n'a pas forcément été pensée au démarrage ou qui a été pensée mais qui n'a pas été transformée en plan d'entreprise. Voilà. Et puis, effectivement, accueillir aussi des nouveaux associés, changer de statut juridique. Voilà. C'est vrai que cette barrière, cette contrainte un peu des 5 ans où on est contraint dans ces développements est pas très adaptée aujourd'hui à la fluidité un peu de ces projets qui ont besoin d'un peu plus de souplesse, quoi. Voilà ce que je peux en dire. Merci beaucoup pour cette analyse. Du coup, Monsieur Colli, peut-être une réaction sur ces propos, pouvoir rebondir un petit peu sur cet aspect dispositif DJA. Oui, j'ai partagé sur la question des 50 ans. En tout cas, ça a été l'objet de débat, mais ça aurait un certain nombre d'avantages. Et je pense avec cet enjeu qu'on a, me semble-t-il, on a tous intérêt à ce qu'il y ait un maximum de porteurs de projets qui passent par ce dispositif. Et si on veut arriver à massifier les personnes qui passent, c'est ce que disait Sylvain Péchou, pardon. C'est à la fois sur la question de l'âge, c'est à la fois sur la question de du caractère un peu coercitif, même si ça a beaucoup évolué, pour le coup, encore en janvier dernier, il y a 1 an. Du coup, c'est des choses qui évoluent, ça a intérêt, et puis il faut du coup, que ça soit approprié par les acteurs, etc. Mais en tout cas, lui donner davantage un rôle pédagogique que coercitif, ça me semble il
faut aller dans ce sens-là, au vu aussi des aléas climatiques, etc., qui font que les projets, de fait, ils changent. Il y avait un dernier point sur lequel il nous semblait, pour le CESE, là, important, c'était sur la question de comment c'est le moment aussi d'interroger les projets sur la question de la transition agroécologique. Pour le coup, c'est assez peu présent et ça nous semblait être important aussi de pouvoir questionner au moins les porteurs de projets sur au moment de l'installation, ce qui est malheureusement, je crois, pas toujours le cas. Merci beaucoup. Du coup, je vais redonner la parole à Monsieur Bonnefoy. À la fois, vous pouvez rebondir sur différents sujets et puis surtout, du coup, après sur le dispositif DJA plus spécifiquement. En tout cas, moi, je vous remercie pour l'intérêt de cet échange. Hein. Pour essayer de reprendre un peu les différents sujets dans l'ordre où ils ont été évoqués depuis que je me suis exprimé. J'ai entendu le mot hybridation et le mot deux parcours qui se développent. Et effectivement, je pense qu'on a affaire à un continuum de situations. On a un peu tendance à caricaturer parce que ça fait référence à des modèles et que du coup, on est dans un registre ressenti, partisan. Et donc, je souscris à une approche plus en continu, en hybridation, que faire prospérer des circuits parallèles qui s'ignorent et se confrontent. Sur la question de la diversification, je crois que, je vais juste prendre un exemple, hein, mais on est allé dans le Doubs, donc c'est la zone AOP Comté, hein, qui est une zone qu'on peut considérer qu'il y a une forme de prospérité. Les acteurs ont conscience quand même de la fragilité. Un cahier des charges qui vous impose du foin quand il y a 3 années de sécheresse, ça commence à devenir compliqué. La profession agricole essaye d'accompagner, à l'occasion d'installations, le développement d'activités de diversification par rapport à la production centrale de AOP Comté. Donc, si vous voulez, ces questions de atypiques ne sont pas l'exclusivité d'une caricature l'atypique, c'est le maraîcher. Non, il y a d'autres situations d'atypique qui méritent d'adapter le dispositif. Je souscris à ce que j'ai eu l'impression de comprendre par rapport au dispositif DJA qui consiste à dire on améliore et on inclut dans le dispositif. Nous, alors, une chose qu'on a peu évoquée et que je me voudrais ne pas évoquer, c'est le fait régional, le transfert à la fois du dispositif et des crédits DJA aux conseils régionaux à la prochaine génération. Il y a un acteur incontournable qui émerge encore plus, c'est les conseils régionaux et avec la dimension particulière des grandes régions. Hein. Des régions à 10 départements, 12 départements, quand on a un fait régional, c'est quand même pas très simple. Et donc l'intérêt d'avoir des écosystèmes départementaux avec cependant une hétérogénéité de mobilisation selon les départements. On a été, nous, très, très frappés en Centre-Val de Loire de voir des postures par rapport à volontarisme sur l'installation et sur la diversité des projets qui étaient accompagnés entre l'Indre-et-Loire, l'Indre et l'Eure-et-Loire. Il y a des dispositifs qui ne sont pas du tout activés dans certains départements. C'est quand même assez frappant. Par contre, à l'inverse, ça permet de souligner toute l'importance des acteurs qui se mobilisent pour les mettre en œuvre, ces dispositifs. Alors, sur la question d'améliorer pour inclure
des adaptations dans le processus DJA. Je vais prendre un exemple. On a discuté avec les conseils régionaux. Pour cette question des plus de 40 ans, il y a un certain nombre de conseils régionaux qui mettent en place une aide à l'installation pour les plus de 40 ans. Sauf qu'ils n'ont pas de dispositif, puisque vous savez qu'en Europe, l'aide à l'entreprise est interdite. Elle n'est possible que par exception. Donc la DJA est une exception, elle fait référence à une forme de régime d'aide. Et les conseils régionaux, pour en fait délivrer leur aide à l'installation aux plus de 40 ans, ne peuvent que se raccrocher à un dispositif standard qui s'appelle le de minimis. Sauf que le de minimis plafonne le montant d'aide que peut recevoir un bénéficiaire pendant 3 ans, et que le dispositif de minimis est souvent activé pour des aides exceptionnelles quand il y a une inondation, une sécheresse, voilà. Et que, du coup, le conseil régional est amené à plafonner l'aide à l'installation des plus de 40 ans à maximum 9 000 €, parce qu'elle se préoccupe du fait de conserver un droit de tirage des minimis aux jeunes qui s'installent. Parce que si on consomme son droit pour 3 ans, parce que c'est glissant sur 3 ans, son droit maximum au moment de son aide d'installation, en fait, on peut pénaliser ce jeune qui pourrait ne plus avoir les aides ponctuelles conjoncture et crise. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu à travailler sur le dispositif actuel en faisant évoluer éventuellement un certain nombre de critères qui s'avéreraient pénalisants. Je crois aussi qu'il faut intégrer dans l'esprit du processus d'accompagnement à l'installation le fait que autant il y a des gens qui entrent en profil de reconversion, autant il faut accepter que par symétrie, il y a des gens qui s'installent, mais peut-être pas pour toute leur vie, et qui s'installent pour 20 ans, et pas les stigmatiser pour autant non plus. Voilà ce que je voulais dire à ce stade-là sur la question du regard sur le dispositif DJA. Je confirme qu'il y a des choses, qu'on ne part pas de rien, qu'il y a des éléments positifs et que c'est un outil précieux. Merci beaucoup, et c'était très important de le souligner. Ce n'était pas forcément à l'ordre du jour, mais c'est un élément très important, le fait que demain, les conseils régionaux vont être les acteurs de l'installation privilégiée, et notamment sur le dispositif, mais pas que. C'est une donnée très importante. Et la Chambre d'agriculture, je pense que dans tous les réseaux, quels qu'ils soient, c'est un petit peu le cas aussi quand il y a des discussions dans les têtes de réseau et après dans le reste. Dernière question qui va nous animer sur cette table ronde, c'est sur des enjeux de suivi post-installation. On en a un petit peu parlé déjà, mais je vous laisserai compléter. Et surtout sur l'aspect transmission, chacun avec vos expériences et vos dossiers. Je vais laisser la parole tout d'abord à Monsieur Bertrand Colli, s'il veut nous parler de transmission et compléter sur cet aspect suivi post-installation. Oui, je suis désolé, hein, je vais devoir vous quitter rapidement. Moi, je pense que la question de la transmission, elle est centrale, et c'est sûrement, c'est un enjeu qui est absolument urgent de traiter si on veut arriver à installer du monde. C'est-à-dire qu'il faut, en tout cas, c'est à partir des travaux qu'on a fait, il faudrait un parcours à la session, un peu comme il y a le parcours à l'installation. Un peu d'imaginer les choses en parallèle, c'est-à-dire que notamment pouvoir en amont sensibiliser les cédants au fait de la transmission. Aujourd'hui, j'ai perdu le nom du document envoyé par la MSA pour les personnes qui vont céder, le DICA. Et du coup, on imaginait plutôt des rendez-vous à la fois individuels et collectifs 5 ans en amont, un peu obligatoires, qui fassent qu'on soit obligé, on oblige un peu les gens qui vont céder à se projeter
dans cette session, et puis de trouver des outils derrière, à la fois financiers. On se disait pourquoi pas une indemnité viagère de transmission qui faciliterait le fait de céder, de pouvoir la question de la revalorisation des traites agricoles rentre aussi, me semble-t-il, et impacte directement le champ. Et puis, ouais, d'imaginer des dispositifs aussi de départ progressif, etc., pour favoriser ça paraît central. Et la question du logement, comment on accompagne les cédants à trouver un logement, notamment dans les zones les plus tendues, parce que c'est une vraie question, une vraie problématique qui est lourde. Il y a sûrement des outils à trouver en lien avec les SAFER, etc., qui peuvent aussi jouer un rôle sur ces questions. Et puis au départ même, la question du répertoire départ-installation, qui est un outil, en gros, si on veut qu'il fonctionne, il faut qu'il soit à la fois central, enfin, qu'il soit bien plus utilisé. Moi, j'avais évoqué le fait, notamment dans ces entretiens 5 ans en amont du départ, de pouvoir systématiser l'inscription des structures sur lesquelles il n'y a pas de porteurs de projets un peu directs qui pourraient s'installer, pour faire en sorte que ce soit plus transparent, et puis que ce soit un outil un peu global qui sert. Voilà un peu rapidement. Je vous enverrai également le lien pour l'avis, sur l'avis du CESE, qui est bien plus complet que ce que j'ai pu vous raconter ce soir. Et puis, si besoin, je reste évidemment disponible pour en échanger plus longuement. Je m'excuse de devoir vous quitter. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour votre intervention et à très bientôt sur ce sujet de l'accompagnement, de l'installation et de la transmission. Et puis, merci, c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment apprécié ce moment d'échange, même si ça avait été en présentiel, ça aurait été plus agréable encore. Allez, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Oui, on a pris un peu plus de temps, je m'en excuse, mais on va juste essayer de finir sur ces aspects de transmission qui sont très importants. Et Monsieur Péchou, si vous voulez bien rebondir sur ces aspects transmission. Donc, on a parlé de repérage, d'outils, de mise en relation. On a évoqué donc la DICA, le RDI. Donc voilà un petit peu votre vision sur ces aspects de transmission, donc avec les outils qu'on a, mais aussi l'accompagnement, parce qu'on a beaucoup parlé d'humain sur l'installation, mais il y a aussi tout un enjeu d'accompagnement humain sur la transmission. On l'a un peu évoqué tout à l'heure sur les aspects psychologiques entre quelqu'un qui a créé un projet de ses mains pendant 30, 40 ans et qui doit le transmettre à un jeune qui veut parfois le faire évoluer ou qui veut parfois modifier un peu cette structuration. Il y a quand même beaucoup d'aspects psychologiques à prendre en compte dans cette transmission. C'est vrai que on est surpris de voir à quel point c'est encore et toujours un sujet extrêmement sensible. Comment c'est difficile justement de parler de transmission, comment c'est difficile d'envisager une communication commune auprès des cédants. Voilà, on sent là qu'on touche à des choses qui sont de l'ordre voilà, de l'intime, du privé, du patrimonial, etc. Mais sauf qu'on n'a plus tellement le temps pour ces précautions. C'est vrai qu'on a un enjeu, et donc je souscris entièrement à tout ce qu'a dit Bertrand Colli tout à l'heure, là, à faire se rencontrer du coup les cédants et les repreneurs, à proposer de l'accompagnement beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui, et à faire connaître justement aussi les modèles d'installation et pour une partie d'entre eux quand même leur réussite. Voilà, c'est absolument affligeant de voir dans certaines de nos couronnes urbaines d'avoir des maraîchers en bout de carrière au bout du rouleau qui n'envisagent pas d'autre solution que du coup la transmission aux voisins céréaliers, parce que pour eux le métier est plus vivable, plus viable. Alors c'est dur certes d'imaginer que d'autres avec un autre modèle vont peut-être réussir plus facilement ou pas là où on a peiné. Donc il y a ça qui est un petit peu compliqué. Et puis on a aussi, et nous c'est assez vrai dans notre région, des fermes qui ont des tailles intermédiaires aujourd'hui,
et dont les cédants n'imaginent aucun autre avenir possible. Voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec ma ferme de 80 hectares en polyculture conventionnelle? Bah oui, effectivement, dans certains schémas, on ne peut pas en faire grand-chose que de la séparer entre les voisins. Pourtant, aujourd'hui, on a quand même pas mal d'installations sur des surfaces comme ça, avec des collectifs un peu diversifiés, où justement ces 80 hectares sont précieux pour installer du monde, et puis pour relancer aussi une dynamique un peu de vie dans les espaces ruraux. Voilà, des espaces ruraux où on n'a plus qu'un ou deux agriculteurs par commune. Ça ne fait pas beaucoup d'enfants à l'école, ça ne fait pas beaucoup de monde qui va acheter du pain à la boulangerie locale, etc. Donc on a tous ces enjeux-là, au-delà de l'agriculture, de la revivification des zones rurales, quoi. Donc oui, tout ce qui peut être fait en matière de transmission doit être fait, c'est absolument urgent. C'est sûr qu'on arrive à un bout d'un système où la question patrimoniale est centrale, où on est dans des vrais obstacles à la transmission du fait des montants à reprendre et de la faiblesse des retraites. Et donc, il y a maintenant, là, sans doute quelque chose à inventer. Donc, oui, cette indemnité viagère de transmission pour essayer de rompre un peu ce cercle vicieux là, de l'endettement perpétuel et permettre à des gens de partir en retraite de manière un peu plus sereine. Alors, le test d'activité là-dedans sur la transmission, effectivement, c'est compliqué de transmettre à quelqu'un qui risque de changer un peu le système. En général, ça marche d'ailleurs pas souvent du premier coup, d'où l'intérêt effectivement de ce dispositif réversible qui permet qu'une personne vienne développer un projet sur la ferme pendant une période donnée pour éventuellement se rendre compte avec le cédant que non, ce ne sera pas la bonne personne, ce ne sera pas le bon projet et que quelqu'un d'autre pourra ensuite venir reconstruire quelque chose. Et donc, c'est vrai que l'accompagnement là humain est très, très important. Voilà, donner un horizon aussi désirable à ces cédants qui, effectivement, pour certains, vont devoir quitter aussi leur maison, etc. Donc, c'est des vrais bouleversements, mais qui peuvent quand même aujourd'hui s'accompagner. On a quand même pas mal de savoir-faire dans nos différents réseaux, dans les réseaux qui accompagnent l'agriculture de groupe, etc. On a quand même des personnes compétentes à mobiliser pour faire ces accompagnements-là, quoi. Et puis, on a les questions de portage foncier. Bon, c'est peut-être pas le lieu d'en parler, mais effectivement, qui sont aussi des moyens de permettre des transmissions progressives, parce que quand arrive le moment de la transmission, et notamment si on ne l'a pas bien préparé, il n'est pas forcément évident que les 3-4 personnes qui pourraient reprendre la ferme soient disponibles exactement au moment où on en a besoin. Donc, de pouvoir permettre une transmission progressive sur plusieurs années, avec une arrivée progressive de porteurs de projet, c'est quelque chose de précieux. Merci beaucoup du coup pour cette analyse sur la transmission. On voit qu'il y a beaucoup de choses à faire et je constate qu'on partage aussi le fait qu'on a beaucoup inventé de dispositifs, on a beaucoup travaillé sur l'installation et on a certainement besoin de mettre un petit coup d'accélérateur sur cette transmission, peut-être sans forcément créer beaucoup de nouveaux dispositifs ou autres, mais vraiment de se poser la question de toutes les initiatives, de tout ce qui existe sur la transmission au travers de nos différentes organisations, au travers de nos différents territoires, et de pouvoir les dupliquer, les mutualiser, les concerter entre tout le monde. Monsieur Bonnefoy, on parlait tout à l'heure des conseils régionaux. On constate que les conseils régionaux ne font pas forcément beaucoup de mise en place de suivi post-installation ou d'aide à la transmission. Est-ce que demain, le fait qu'ils reprennent encore un peu plus la main sur l'installation, est-ce que ça peut être une réelle opportunité d'avoir des conseils régionaux qui s'investissent encore un peu plus sur cet axe de transmission, de suivi post-installation, où aujourd'hui on sait qu'on a un peu des lacunes à combler si on veut être dynamique et cohérent avec le défi qui nous attend? Alors, comme vous l'avez compris par rapport à la commande qu'on avait dans notre mission, on n'avait pas la question de la transmission. La seule chose que, du coup, on n'a pas interrogé, donc je ne suis pas capable d'en parler. Mais par contre, ce qui m'a beaucoup frappé, et c'est un autre angle de vue par rapport à cette question de la transmission, c'est un certain nombre d'acteurs
qui se préoccupe que l'exploitation et l'exploitant qu'on installe soient à terme transmissibles. Et à contrario, on a entendu des témoignages d'acteurs qui considèrent que certaines installations, notamment celles qui sont très capitalistiques, avec le niveau de rentabilité prévisible, il y a un risque que cette exploitation à terme ne soit pas transmissible ou soit encore plus compliquée à transmettre. Et donc, par rapport à votre approche et votre préoccupation de la transmission, je me demande s'il ne faut pas injecter aussi cette préoccupation d'intégrer la transmissibilité d'une exploitation au stade de l'installation. Je ne sais pas si ce que je dis est compréhensible. Sur le suivi post-installation et les conseils régionaux, donc là, j'entends la question, en tout cas pour ce qu'on a examiné, c'est le suivi au début, au démarrage. Ce qui nous a frappé, c'est le fait qu'il y a des dispositifs d'accompagnement, de financement, de suivi post-installation qui sont sous-utilisés, voire pas utilisés. Et le Conseil régional Normandie est en train de mettre un terme à un dispositif de subvention de l'accompagnement post-installation parce qu'il n'est pas demandé. Donc, ça interroge, si vous voulez. Et moi, je pense que les conseils régionaux ont une pratique dans beaucoup de domaines de l'aide au conseil. Et donc, le suivi post-installation rentre dans cette aide au conseil. Et je ne vois pas d'obstacle à ce qu'ils aient une écoute pour mettre en place des financements d'aide à l'accompagnement post-installation. Simplement, il faut que les dispositifs soient activés. Et c'est pour ça qu'en fait, on a été très intéressé par une modulation de la DJA qui existe en région Centre-Val de Loire et où il a 10% de DJA bonifié s'il prend un engagement de suivi post-installation. S'il ne le fait pas, il n'a pas les 10% au moment du solde. Et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être examiné parce que ça ancre au moment où il est réceptif, c'est-à-dire avant l'installation, ça ancre une intention de mettre en place un suivi post-installation dans l'esprit du jeune. Voilà ce que je pouvais dire de plus sur cette question. Merci beaucoup. En tout cas, ça apporte encore un petit peu plus d'éléments à notre réflexion et surtout vis-à-vis des conseils régionaux et du suivi post-installation. Mais effectivement, malgré que vous n'ayez pas travaillé dans cette étude sur la transmission, le fait d'imaginer lors de la construction d'un projet, de vérifier la transmissibilité de l'exploitation des ateliers à terme est une réflexion partagée par plusieurs réseaux. Et donc, c'est vraiment un point très, très intéressant à soulever et qui sera certainement aussi un point d'orgue de notre réflexion à venir. Il me reste à vous remercier tous les trois de votre présence, de votre participation et vraiment, je suis très heureux des riches débats qu'on a pu avoir sur le sujet. Je pense qu'on aurait pu continuer encore toute la soirée, mais je pense que voilà, ça va déjà nous apporter à nous, réseau, beaucoup de matière pour lancer notre réflexion, affiner nos positions et essayer de construire l'accompagnement de demain qu'on travaillera en groupe avec l'ensemble de notre réseau et puis qu'on fera valider ensuite dans nos instances nationales et qu'on partagera forcément avec l'ensemble des acteurs. Mais voilà, c'était très important pour nous de vous avoir à cette table ronde pour commencer notre réflexion. Donc, encore merci à vous d'avoir été présents ce soir et puis on aura l'occasion d'échanger par la suite tout au long de l'année pour finir de construire cet accompagnement. Merci encore.